aujourd'hui, eh bien, on va parler du futur. On va parler d'un futur qui est déjà présent. Vous allez voir à travers la notion d'exponentielle. Le futur, il y a des tas de choses qui sont imprévisibles. On est dans un monde qui va bouger de plus en plus. Je vais commencer par cela. Et malgré cela, on va essayer de trouver quelques grandes lignes pour comprendre des choses qui peuvent se passer. Alors, d'abord, pour comprendre pourquoi ça bouge beaucoup plus qu'avant. On a vu le 11 septembre, nous sommes le 11 septembre, donc ça fait exactement l'anniversaire 20 ans du 11 septembre 2001. Ensuite, c'est un jour symbolique pour cette conférence. Après, vous avez eu la crise financière 2008. Après, vous avez eu le Covid en 2020. Vous voyez, eh bien, tous les 10 ans, voire tous les 5 ans, il va se produire des événements complètement incroyables, complètement imprédictibles. Ça va être beaucoup plus rapide qu'avant. Et pourquoi? Il y a quelqu'un qui l'a compris, c'est un théoricien de la communication qui est mort bien avant Internet. Il est mort en 80, vous voyez, Marshall McLuhan. Et il a dit, en fait, cette phrase un peu bizarre qui peut paraître réductionniste, « The media is the message ». Ça veut dire que l'invention de nouveaux médias est plus importante que le message qu'ils véhiculent. Et il démontrait ça en disant, regardez l'écriture. Tant qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'empire, il n'y a pas de royaume, il n'y a rien, il n'y a pas d'organisation. Dès que vous avez l'écriture, vous avez la révolution néolithique, vous avez l'agriculture et les villes. Les premières tablettes sumériennes d'écriture, c'était l'enregistrement des grains apportés par les paysans dans des greniers. Voyez, donc, il n'y a pas d'organisation sociale s'il n'y a pas d'écriture. Et donc, l'agriculture, les villes sont créées à la suite de l'invention de l'écriture. Après, pendant ça dure 8500 ans, et puis il y a 500 ans, il y a l'invention de l'imprimerie. Et là, un nouveau saut quantique apparaît, et ça va être quoi? La connaissance est multipliée par 1000. Il n'y avait que quelques milliers de livres, et on en passe à 1 million de livres en moins d'un siècle, grâce à l'impression. Et vous savez quoi? La société industrielle, l'encyclopédie, Diderot, d'Alembert, Voltaire, tous ces gens-là, c'est quoi? Ils mettent le savoir à la portée de tout le monde, ou presque, en tout cas d'un beaucoup plus grand nombre de gens. Donc l'imprimerie donne la deuxième révolution, la révolution industrielle. Et Marshall McLuhan disait, il y aura des médias interactifs. Il n'avait aucune idée qu'Internet allait arriver, mais il pensait à des radios et des télés dans les deux sens. Parce qu'il avait dit, voilà, la télé et la radio, c'est des livres et des journaux en temps réel. Mais c'est passif. Vous écoutez, vous regardez, mais il n'y a rien. Donc quand ce sera dans les deux sens, ça va être la troisième étape de l'humanité. Et ben voilà, aujourd'hui, c'est réalisé. Ça s'appelle Twitter, Facebook et compagnie. Et vous avez évidemment, la plupart des messages sur Twitter et Facebook sont absurdes, idiots, n'ont aucun sens. J'ai rencontré ta sœur, j'ai fait les courses, etc. Et pourtant, regardez, ces hommes-là, vous avez Moubarak, Kadhafi, Ben Ali, Saleh, président du Yémen, au sommet de leur puissance, le 10 octobre 2010, eh bien, quelques temps après, ils sont tous morts ou en prison parce que ce pauvre homme s'est suicidé par le feu, comme vous le savez, dans une petite ville totalement inconnue de Tunisie. Et vous avez eu toutes les révolutions qui s'en sont suivies. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait Moubarak, Ben Ali et compagnie? Ils ont désespérément tenté de couper Twitter et Facebook, ce qui était un hommage posthume, totalement involontaire évidemment, à Marshall McLuhan. The media is the message. Quand il y a une situation comme la révolution en Tunisie et en Égypte, eh bien, les médias deviennent, par leur existence, plus importants que le message qu'ils véhiculent, parce qu'ils changent la civilisation. Et ces réseaux sociaux, sans ces réseaux sociaux, vous n'auriez jamais eu, évidemment, les gilets jaunes. Vous avez une ménagère de moins de 50 ans met une vidéo sur Facebook reprise par un camionneur de la région parisienne sur Twitter, et toute la France est à feu et à sang. Voilà, ça, c'est impossible s'il n'y avait pas ces fameux médias interactifs qui vont dans les deux sens. Et pour moi, les nouvelles routes de la soie, on parle beaucoup de Xi Jinping, les routes de la soie, mais pour moi, elles sont là. Regardez ça, c'est une carte de Facebook, interne à Facebook. Plus il y a de points blancs ici, plus vous avez d'échanges de messages Facebook entre des adhérents Facebook d'un même pays. Plus il y a de traits bleus, plus vous avez d'échanges entre les adhérents Facebook de pays différents. Et donc là, on voit vraiment les nouvelles routes de la soie numérique se faire par ces connexions entre les gens de différents pays. Et alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu entre autres la chance d'être l'élève du prix Nobel de chimie Ilya Prigogine, qui est un des fondateurs des théories du chaos et de la complexité, et il me disait, il y a 25 ans, « Jean, vous verrez, dans 25 ans, mes idées s'appliqueront beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que plus il y a d'interaction entre les membres d'un système, plus les idées de chaos et de complexité s'appliquent. Or, ces interactions, elles sont là.
Voilà, si j'ose dire, le grand secret. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, vous vous rappelez de M. Jourdain, eh bien, vous contribuez à changer de civilisation sans le savoir. Chaque fois que vous envoyez un email, chaque fois que vous postez sur Twitter ou Facebook ou Instagram ou ailleurs, on pourrait faire la même carte avec tous les autres géants du net, bien sûr. Chaque fois que vous postez sur Twitter ou Facebook, vous contribuez à changer de civilisation. Tout simplement parce que les interactions entre nous augmentent d'un facteur 1000 depuis 20 ans. Ces interactions entre nous créent quoi? Eh bien, elles créent de la volatilité à la hausse comme à la baisse. Voilà pourquoi demain sera encore plus volatile, encore plus complexe, encore plus mouvant qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi tous les 5 ans, il y aura des trucs complètement imprédictibles, mais je peux prédire qu'il y aura des trucs complètement imprédictibles tous les 5 ans qui vont nous bouleverser. Quand je dis tous les 5 ans, c'est en moyenne, bien sûr, parce que nous avons nous-mêmes créé la fameuse complexité qui ne peut faire que de créer justement de la volatilité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette volatilité se fait à la hausse comme à la baisse. Il n'y a jamais eu autant de possibilités de réussir pour les êtres humains dans ce monde-ci qu'en ce moment. Et ça, c'est extraordinaire. J'y reviendrai là-dessus. La possibilité de réussir pour les jeunes sans éducation, sans argent, etc., d'un pays africain, eh ben, vous avez aujourd'hui des possibilités incroyables de réussir qu'il n'y avait pas il y a encore 10 ans. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est bien sûr que ça, il y avoir des millions d'emplois vont disparaître, des millions de choses vont être bouleversées et qu'il va falloir s'adapter à tout cela. Et donc cette intervention, c'est aussi pour aider un petit peu à montrer d'abord quels sont les grands principes généraux qui vont déferler sur nous, les grandes mutations qui vont déferler, et ensuite, comment essayer de s'y adapter et de faire plutôt de réussir que plutôt de les prendre dans la figure. Alors, j'ai voulu mettre ça sur un angle nouveau par rapport à ceux qui ont vu certaines de mes conférences, entre autres ici en virtuel ou en réel. J'ai voulu mettre ça sous l'angle des grandes exponentielles. L'exponentielle, c'est quelque chose de très très important. Tout le monde connaît la première exponentielle dans l'électronique, la loi de Moore, le fait que les composants électroniques sont 2 fois moins chers et 2 fois plus puissants tous les 18 mois. Et donc ça, c'est vraiment, j'insiste, la base de notre civilisation actuelle. S'il n'y avait pas la loi de Moore, je ne sais pas où on serait, mais en tout cas, on ne serait pas là où on en est, parce que toute la croissance économique des 20 ou 30 dernières années est due à la loi de Moore. C'est-à-dire que tout le développement des ordinateurs, des téléphones portables, de l'Internet, des communications, etc., c'est parce que l'électronique et tous les 18 mois, 2 fois moins cher et 2 fois plus puissante. D'accord? Et ce que j'ai réalisé seulement, là je vous fais un scoop, c'est un truc qui est même, j'en parle dans mon livre à la fin, mais je vais plus loin que mon livre pour vous, donc c'est un scoop. Ce que j'ai réalisé en terminant mon livre et après mon livre, ça mériterait un second livre, c'est que cette exponentielle, elle existe dans l'énergie. Cette exponentielle, elle existe dans la nourriture. Cette exponentielle, elle existe dans le spatial et dans la santé. C'est là où elle va arriver le plus tard. On est en retard sur la santé par rapport à des technologies comme le spatial ou aux des technologies comme l'énergie. Mais ce qui est impressionnant, c'est que quand on est dans l'exponentielle, quand l'exponentielle est lancée, ça ne s'arrête pas. Donc, on peut déjà savoir où on va en être dans plein de domaines. Alors, évidemment, après les dates, en général, un prospectiviste en monde complexe n'annonce pas de date. Donc là, je donne des écarts assez larges de 80 ans sur le début et la fin de tout ça. Mais on va regarder un petit peu comment, quand même, ce genre de choses vont déferler. Regardez. Donc, la première exponentielle, la loi de Moore, elle commence dans les années 60 et elle va s'arrêter. Certains disent dans 10 ans, vers 2030. D'autres disent vers 2040, on verra. Mais ça va s'arrêter parce qu'on touche des limites physiques. On peut pas faire un circuit électronique qui soit plus petit que la taille d'un atome. C'est pas possible, vous voyez. Donc le switch de base, on va toucher à la limite bientôt. Donc elle va s'arrêter et après il y a des ordinateurs quantiques, il y a des possibilités, mais on ne sait pas si elle va repartir. Donc la loi de Moore est déjà la plus ancienne et elle va s'arrêter. Mais là vous avez l'ordinateur ASCII-RED de 1996. Je dis bien 1996. C'est pas 1960, c'est pas 1970. Donc en 96, déjà tout le monde a des ordinateurs portables, tout le monde a son Macintosh ou son PC ou presque. Donc c'est déjà un monde bien informatisé. Et bien là, vous avez un coût de 55 millions de dollars. Tout ça, c'est un seul ordinateur. Toutes ces machines qui prennent la place de 2 ou 3 terrains de tennis, c'est pour calculer des explosions nucléaires pour l'armée américaine parce qu'ils n'ont plus le droit de faire des tests nucléaires. Donc ils ont besoin de machines extrêmement puissantes, une immense puissance de calcul pour faire des tests, pour essayer de simuler virtuellement l'explosion de bombes nucléaires. Parce que quand on fait une bombe, il vaut mieux savoir si elle va marcher. Donc ça, c'est en 96. Eh bien, la même puissance de calcul, exactement 10 ans après, se trouve dans la console de jeu Sony PlayStation 3, achetée pour 600 $ et qu'un enfant peut avoir dans sa chambre. Donc vous voyez, en 10 ans, on est passé de 55 millions de dollars d'une machine de cette taille-là à une machine de cette taille-là avec 600 $ et c'est la même puissance de calcul. Voilà.
Ça, c'est l'exponentielle, d'accord? Et c'est qu'un petit bout de l'exponentielle, parce que l'exponentielle, elle a commencé en 1960. Hein. Le smartphone que vous avez actuellement, on y reviendra, il a plus de puissance de calcul que tous les ordinateurs qui ont permis les vols de la NASA et les trucs comme ça. Maintenant, regardez, l'exponentielle dans l'énergie. Là, je vous ai mis qu'un petit bout, mais l'exponentielle dans l'énergie, elle commence dans les années 70-80 au niveau des panneaux solaires. Là, vous avez simplement 2010-2020, et vous la voyez bien, cette exponentielle. Alors, les panneaux solaires, la rentabilité des panneaux solaires est très différente si vous êtes en Inde ou aux États-Unis, donc il y a beaucoup de courbes différentes, mais vous voyez bien, on passe de 0,35, 0,40 $ le kilowattheure à 0,05. C'est 0,05 $. Vous voyez, on passe à 5 cents. Et vous voyez ici qu'en gris, vous avez le prix du kilowattheure du pétrole ou du gaz, du charbon, qui est entre 0,12 centimes de dollars et 5 centimes de dollars. Et là, on va passer en dessous. Et ça, c'est un moment de révolution incroyable. Parce qu'aujourd'hui, bon, les gens critiquent les éoliennes, et en plus, les éoliennes ont des limites. Aujourd'hui, l'avenir, c'est vraiment le solaire. Et je pense pour les paysans, par exemple, partout où il y a des serres, vous pouvez installer du solaire. Partout où il y a, parce que maintenant, il y a même du solaire transparent. La lumière passe et l'électricité se fait. On peut mettre ça sur des vitres aussi. Hein. Vous avez des vaches, eh bien parfait, vous avez des entrepôts. Vous mettez des panneaux solaires partout. Donc, le problème des panneaux solaires, c'est qu'on va y revenir, c'est qu'on manque de place au sol, tellement il faut en mettre. Mais on a une solution, vous allez voir, assez surprenante et provocante, surtout en Vendée, parce que je me parle devant des gens dont certains sont certainement liés à l'agriculture et à l'élevage, mais je sais qu'ils sont ouverts. Je pense à notre ami Hervé. Mais en tout cas, le solaire, donc, avec son développement, ça va donner des trucs comme ça. Si on manque de place, par exemple, en Europe, on ira recouvrir le Sahara de panneaux solaires. C'est le grand projet allemand Desertec. Donc il faut des câbles superconducteurs pour ramener l'énergie solaire depuis le Sahara jusqu'en Europe. Donc ça, c'est pas encore tout à fait au point. Mais le plus dur dans ce projet, comme je le dis, et c'est pas qu'une blague, c'est une blague, mais c'est pas qu'une blague. Le plus dur pour réaliser ça, c'est de virer Al-Qaïda au Maghreb islamique. Parce que tant qu'il y a Al-Qaïda ici, ben, vous ne pouvez pas recouvrir ça de panneaux solaires parce qu'ils vont le saboter tout de suite. Et vous avez vu la France au Mali, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc c'est peut-être pas demain qu'on arrivera à faire ça. Enfin, il y a quand même des pays de stabilité comme le Maroc que j'aime beaucoup. Il y a des très très gros projets de centrales solaires. À terme, je vais vous surprendre, mais à terme c'est ça. À terme, le solaire sera dans l'espace. Pourquoi? Parce que dans l'espace, il y a du soleil 24 heures sur 24 et il n'y a pas de nuages. Donc la productivité est incomparable par rapport à la Terre. Donc si on se projette vraiment dans un futur lointain, le solaire, il sera dans l'espace parce que c'est là qu'il est rentable. Et bien sûr, il faudra amener l'électricité sur Terre. Alors au début, on va envoyer des faisceaux micro-ondes, mais ça peut être... Bon, les nuages font de la dispersion, on perd d'énergie. Et puis il ne faut pas qu'un avion passe en dessous, hein, parce que les gens vont être grillés s'il y a ça. Donc il y a quelques petits problèmes. Mais la solution existe déjà, regardez, c'est incroyable, c'est de la science-fiction, mais c'est pas totalement. La NASA le teste déjà, comme vous allez voir. C'est l'ascenseur spatial. Alors c'est quoi? Ça a été inventé par un auteur de science-fiction bien connu, Arthur C. Clarke, qui a remarqué que l'orbite géostationnaire ici, qu'on appelle d'ailleurs l'orbite de Clarke, à 36 000 km d'altitude, si vous mettez un satellite au-dessus de Chambretot à 36 000 km d'altitude, il ne bougera jamais. Il sera là pour 10 000 ans. À 36 000 km d'altitude au-dessus de Chambretot. Par contre, les satellites de télécom qu'Elon Musk lance à 400 km d'altitude, ils bougent tout le temps, donc il faut en mettre des millions et des millions et des millions, des dizaines de milliers, ils vont en mettre 60 000 pour couvrir la planète, parce que ça bouge tout le temps. Mais c'est beaucoup plus bas, donc c'est plus facile à atteindre avec un téléphone portable. Mais si vous mettez un truc à 36 000 km d'altitude, il ne bougera jamais, parce que c'est comme ça, c'est l'orbite géostationnaire. Alors vous construisez un câble en nanofibre de carbone dans l'espace, depuis l'orbite, et vous descendez le câble tout en construisant un contrepoids qui permet au câble de rester stable, parce que sinon ça ne va pas le faire. Mais il faut que ce soit toujours le centre de gravité du système doit être ici, sur l'orbite géostationnaire. Vous descendez ce câble jusqu'à la Terre et vous avez ce qu'on appelle un ascenseur spatial. Et en fait, au début, c'était pour envoyer des charges dans l'espace pas cher, le long d'un câble. Mais en fait, la solution la plus simple, c'est pour envoyer l'énergie électrique sur Terre. Vous construisez un câble stationnaire comme ça. Vous voyez. Donc la NASA, par exemple, le teste actuellement. Vous voyez, avec l'armée américaine, ils ont testé
dernières tentatives pour faire les Japonais aussi sont dessus. Bref, pour l'énergie, la bonne nouvelle, c'est que l'énergie est illimitée. On vous parle souvent des problèmes énergétiques de la planète. Ben non, il n'y a pas de problème énergétique. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'énergie disponible dans notre système solaire que l'humanité pourra jamais en consommer grâce au soleil. Le tout, c'est d'être astucieux pour la récupérer, comme je viens de vous le montrer. Deuxième, alors ça, c'est exponentiel hein, dans l'énergie. Donc le coût du solaire va devenir tellement bas que les autres formes d'énergie vont être complètement ridiculisées. C'est terrible quand je vois qu'on construit des EPR à 10 milliards, à 10 milliards le truc, ça va être obsolète le jour où ils seront en service. Ça va être complètement obsolète. C'est assez terrible, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, on ne peut rien faire contre le gaspillage de l'argent de l'État des fois. Mais alors, ce qui est tout à fait provoquant, c'est qu'il y a une exponentielle dans la nourriture. Ouais, une exponentielle dans la nourriture, elle commence en 2010 à peu près, et elle ira jusqu'en 2060. Ça, c'est en 2013. Dans les locaux de la BBC, ces 3 personnes, ce sont des critiques gastronomiques qui sont en train de manger un seul petit morceau de hamburger. Vous voyez là, hein, vous voyez le hamburger, là, il y en a un seul pour 3. Ils sont en train de manger un morceau de hamburger et ce repas, ça paraît fou dans un cadre comme ça, hein, c'est pas un 3 étoiles Michelin. Eh bien, ce repas est le plus cher de toute l'histoire humaine. Il a coûté 325 000 $. Je dis bien 325 000 $ pour un hamburger. Pourquoi? Parce que ce hamburger a été fait cellule après cellule en laboratoire. Chaque cellule a été fabriquée à partir de cellules souches de bœuf en laboratoire. Et donc, ça a coûté 325 000 $ pour faire un hamburger. D'accord? Et ce hamburger-là, il a des qualités qui sont plus proches de la vraie viande puisqu'il est fait avec des cellules souches de vache. Il n'est pas fait avec des pois de senteur ou des choses comme il y a deux technologies, l'autre je vais en parler après. 2 ans après, le hamburger qui valait 325 000 $, eh ben, il coûtait 12 $. Il coûtait 12 $. Aujourd'hui, il est à 3 $. On est dans l'exponentiel. C'était il y a seulement 8 ans. Voyez. Un jour, c'est même pas une question. Quand je dis que vers 2050-2060, à peu près plus personne va manger de la viande de porc, de bœuf, de mouton, de poulet, c'est même pas pour une question écologique, les amis. Ça va être une question bêtement financière. Oh, il y aura encore des gens qui vont acheter de la viande ce sera un argument. Nous avons de la viande de bœuf écolo, bio, etc. Bien sûr, il y aura tout ça. Mais ce sera beaucoup moins cher d'acheter de la viande cellulaire faite en laboratoire que d'acheter, évidemment, du bœuf ou du poulet. Donc les gens vont l'acheter simplement pour une raison financière, voyez. Et vous avez 2 technologies. Vous avez la technologie qu'on appelle Beyond Meat. Ça, c'est des saucisses de porc et des viandes hachées sans la moindre viande. Et ce n'est pas fait à partir de cellules souches animales. C'est fait à partir de choses entièrement végétales. Alors ça progresse pas mal. Il y a 10 ans, le steak de soja, excusez-moi, mais c'était une merde absolue à manger. Bon, là, quand même, c'est assez correct. J'en ai acheté moi-même. Alors on a l'impression d'être un peu un pionnier. En théorie, c'est en vente chez Monoprix. Mais ils sont toujours en rupture de stock. Donc moi, j'ai pris mon scooter en région parisienne. Je suis dans une petite entrepôt à Montreuil, en région parisienne. J'ai acheté, en gros, des saucisses. Et je me dis, voilà, là, je suis là dans un entrepôt en scooter, dans un point. Et dans 20 ans, dans 30 ans, ben, il y aura des milliards de gens qui vont manger ça. On a vraiment l'impression d'être un pionnier quand on achète ça. Et donc, aujourd'hui, ça vaut à peu près 2 fois plus cher qu'une saucisse ou qu'un steak haché. C'est presque aussi bon. C'est pas tout à fait aussi bon quand même. C'est presque aussi bon. Il y a des progrès à faire, mais encore une fois, on est dans l'exponentiel. Et donc hier, par exemple, j'ai eu cette info sur le journal du GIC que je consulte régulièrement. Ce nuggets de poulet, sans aucun poulet bien sûr, qui s'appelle La Victoire, parce qu'il a remporté un concours de dégustation à l'aveugle de tous les nuggets de poulet. Donc il a été jugé meilleur que les nuggets de vrai poulet. Il arrive dans les restaurants hier, l'annonce a été faite hier. Là, vous avez par exemple l'annonce que Memphis Meat a levé 160 millions d'euros. C'est les gens qui font la viande cellulaire. Hein. Et vous avez ici, Xavier Niel a investi là-dessus, comme vous le savez, en France, on en parlait tout à l'heure. Et là, hier aussi, hier, cette info est sortie. Des chercheurs japonais ont imprimé du bœuf Veigu en 3D. Avec une imprimante 3D, le bœuf Veigu est considéré comme le meilleur bœuf au monde. Et là, c'est fait avec des cellules souches de bœuf Veigu qui sont réparties par une imprimante 3D pour qu'on ait à la fois le blanc et le rouge. Vous voyez, voilà. Ça a été fait hier. Vous voyez. Donc voilà. Donc effectivement, là, vous avez quelque chose qui est vraiment dans une exponentielle qui est en train de se développer. Et cette exponentielle, évidemment, elle ne va pas s'arrêter. Et donc, ce n'est pas seulement pour des raisons écologiques, on pourrait y revenir, mais c'est pour des raisons financières que les gens de la planète vont se retrouver à manger de la viande cellulaire. Et ça n'empêche pas, encore une fois, qu'il y aura un marché pour dire... Parce que y a les écologistes disent « Ah oui, mais ça, c'est de la viande transformée. » Oui, c'est vrai, c'est très transformé. C'est fait en laboratoire. Donc, il y aura aussi un marché pour la viande classique, mais ça va beaucoup diminuer. Ensuite, il y a d'autres grandes sources
de protéines, qui sont par exemple les algues et les champignons. Je ne développe pas, mais ça, pour nourrir une humanité de demain 9 milliards de personnes, on ne les nourrira pas avec des entrecôtes de bœuf. C'est pour ça que c'est si important d'avoir de la viande cellulaire, mais on les nourrira non seulement avec les viandes cellulaires, mais avec des champignons, avec des algues. Et là, je dis, il n'y a aucun problème. On peut nourrir 10 milliards de personnes. Tout ce qu'on vous raconte là-dessus aussi, sur le fait que l'humanité, non, c'est blague totale. On peut nourrir 10 milliards de personnes sans aucun problème. Il suffit simplement de développer les bonnes technologies et enfin, encore une fois, d'abandonner. C'est un Bordelais qui vous le dit. Je suis né à Bordeaux. Je le dis à grand regret. On ne pourra pas nourrir tout le monde avec des entrecôtes bordelaises, effectivement. Mais une autre grande chose qui va se développer, eh bien, c'est ça. C'est l'agriculture de ville. Là, vous avez une école dans le 16e arrondissement de Paris. Sur le toit de l'école, on cultive des milliers de salades parce que ces salades, là où il y a une salade dans un champ, vous avez 9 salades en hauteur qui sont cultivées pour une salade dans un champ normal au même endroit. Donc, il y a un gain d'espace énorme. Vous produisez directement là où il y a le consommateur. Et finalement, c'est une très bonne idée. L'agriculture de ville, par exemple, dans des endroits comme Singapour, où il y a très, très peu d'espace, vous voyez, se développe énormément. Vous voyez une giga ferme de ville ici à Singapour, développée tout en hauteur ici. Vous en avez une à Chicago ici. Et vous avez aussi des individus qui participent à ça. Chacun aujourd'hui voudra avoir sa salade. Regardez, ça c'est dans la banlieue de Chicago. Tous les petits points bleus que vous avez, ce sont des gens qui cultivent en fait des légumes et des salades dans leur jardin. Vous voyez, tout ça là, ici, ben voilà, tout ça, tous ces points bleus, c'est des gens qui cultivent dans la banlieue de Chicago. Évidemment, vous avez aussi des innovations comme la permaculture, qui sont, j'allais dire, plus une inspiration de la nature traditionnelle. Et puis, vous avez de nouveaux créneaux de distribution qui vont se créer. Par exemple, moi, je dis bravo quand je vois des agriculteurs qui innovent en faisant des distributeurs de lait, de patates ou de carottes sur la route. C'est une super idée parce que les gens se déplacent tous les jours. Et donc, si on leur propose des distributeurs, par exemple, de produits frais, ou ça avec la SNCF. Vous voyez, la SNCF, dans une petite gare comme Longeau, quelque part près d'Amiens, je descendais faire une conférence pour des agriculteurs. Et je vois ça, de 17h à 20h, prenez vos produits frais dans la gare. Et il y a des millions de gens qui vont tous les jours, prennent le train pour aller travailler. Ben, effectivement, on leur donne leurs produits. Donc, il y a plein d'innovations qui vont se faire aussi. Et donc, cette exponentielle dans le domaine de la nourriture, ça va radicalement changer beaucoup de choses. Mais encore une fois, c'est la solution pour nourrir jusqu'à 10 milliards de personnes sans trop de problèmes. Maintenant, il reste un autre problème. On vous dit, bon, l'énergie, illimitée. La nourriture, illimitée. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les matières premières. Et ouais, les matières premières. Ça, c'est un problème. On va manquer de matières premières très vite, ne serait-ce que pour faire des batteries, pour les batteries électriques qui sont essentielles puisqu'on veut se passer de carbone. Bon, mais alors là, regardez bien. Il y a une exponentielle dans le spatial. Et ouais. Alors, si je vous dis maintenant, là, comme ça, avant d'avoir parlé de ça, si je vous dis qu'avant la fin du siècle, 2010-2090 pour l'exponentielle dans le spatial, si je vous dis qu'avant la fin du siècle, chaque PME française ira chercher ses matières premières dans l'espace et les ramènera sur Terre plutôt que de les acheter en Australie ou au Canada. Vous allez me dire, bon là c'est vraiment un Parisien fou qui a fumé la moquette. Des PME vont aller chercher leurs matières premières au-delà de l'orbite de Mars dans l'espace. Bon, d'accord. Réfléchissez un peu avant de dire que c'est fou. Imaginez, il y a 90 ans, 80 ans, un fabricant de vélos vendéen. Vous lui disiez, bon, dans 80 ans, on va prendre les vélos en Chine. On va fabriquer les vélos en Chine et vous serez fichu parce que les vélos chinois vont être beaucoup moins chers. Le gars aurait explosé de rire, il aurait dit, vous plaisantez. Le coût de transport depuis Pékin en France, et que vous en faites quoi? Eh ben, aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher de transporter un vélo de Pékin au Havre que du Havre en Vendée. C'est 3 fois plus cher de faire venir un vélo du Havre en Vendée que de faire venir un vélo de Pékin au Havre. Voyez? Eh ben voilà. Eh ben c'est simplement la même logique. Dans l'espace, il faut savoir que pourquoi c'est moins cher, parce qu'on est sur des bateaux. Et les bateaux, c'est pas comme sur Terre. C'est beaucoup plus. C'est dans un fluide, c'est dans l'eau. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Ça, c'est le slogan de Alien, mais peu importe. Non. Dans l'espace, il n'y a pas de frottement. C'est ça qui est important. Dans l'espace, il n'y a pas de frottement, c'est ça qu'on ne vous entend pas crier, mais il n'y a pas de frottement. Et donc, les vaisseaux Voyageur 1, Voyageur 2 qu'on a lancés, dans 1 million d'années, ils sont encore sur leur chemin. Mais oui, rien ne peut les arrêter parce qu'il n'y a pas de frottement, vous voyez. Donc, ce qui coûte cher, c'est de quitter la Terre. Ce qui coûte cher, c'est de quitter Mars. Ça coûte super cher. Mais une fois que vous voyagez dans l'espace, ça coûte 0. Alors, les astéroïdes qui, même ceux qui font 200 km de diamètre,
La gravité, c'est un truc très très faible, on ne se rend pas compte. Nous, la gravité sur Terre, évidemment, c'est vachement pesant. Mais en fait, sur la Lune, c'est déjà 6 fois moins fort. Mais sur un astéroïde, même qui pèse des milliards de tonnes, la gravité, c'est zéro. À la limite, un vaisseau spatial, vous le faites décoller en lui donnant un coup de pied au cul. C'est même pas une blague. Vous lui donnez un coup de pied au cul, il décolle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gravité. Voyez, donc, ça coûte rien d'aller chercher le truc, de le ramener. Par contre, ce qui coûte très très cher, c'est de quitter la Terre. Ça coûte très très cher. Et voilà pourquoi tous ces gens-là, Jeff Bezos, Elon Musk, il y a son grand projet de conquête de Mars, mais en fait, derrière ça, il y a tout un business dont je vais vous parler. Donc ici, dans le spatial, vous avez eu la première fusée Falcon 9 en 2010. Vous avez vu un truc que personne ne pouvait imaginer. C'est que 10 ans plus tard, eh ben déjà, il est beaucoup plus efficace que la NASA pour envoyer des hommes dans l'espace. Vous avez vu le Crew Dragon qui est là en 2020, qui amène des gens dans l'espace à partir de 2020. Et donc, quelqu'un comme ça, Elon Musk, eh bien, il a des techniques complètement différentes. Il applique les techniques de start-up au spatial et il est dans l'exponentiel. On expliquait, moi j'ai vu le déni d'Arianespace, c'était terrible. Il disait, ouais, il n'arrivera jamais à mettre son truc en orbite. Et puis, ah oui, il a mis son truc en orbite, c'est très bien. Mais nous, on en met 20 par an. Donc, vous savez, de là à en faire un truc et puis arriver à l'industrialiser, il n'y arrivera jamais. D'accord? Ça, c'est ce qu'on disait. Et oui, et voilà. Sauf qu'en 2018, regardez, en 2018, Falcon 9 a fait 21 lancements, c'est ce qu'il y a en bleu, et Arianespace en a fait 6. D'accord? Voilà. Il n'y a plus de match. Donc, ici, il faut savoir qu'Elon Musk est un type qui a un gros ego, mais il est visionnaire parce qu'il l'avait prédit. En 2006, il venait de créer sa société, il avait lancé 0 fusée. Il y avait une réunion de tous les grands pontes du spatial, directeur de la NASA, directeur de la Japan National Space Agency, directeur Arianespace. Il s'est infiltré dans la réunion, il a sauté sur la scène, il a dit « Bonjour, je me présente, je m'appelle Elon Musk, je suis juste là par gentillesse pour vous prévenir que dans 10 ans, vous êtes tous morts. » Dans 10 ans, vous êtes tous morts. Bon. Eh ben, alors, le directeur de la NASA lui a dit jeune homme, vous avez un budget de combien? Et Elon Musk répond fièrement moi, j'ai 100 millions de dollars de ma poche personnelle. Et le directeur de la NASA explose de rire et lui dit écoutez, jeune homme, moi j'ai 10 milliards de dollars de budget, alors allez jouer ailleurs. Et ben voilà, c'est pas 10 ans après, Elon Musk il donne toujours des trucs avec 5 ans d'avance. Hein. Tout ce qu'il dit est toujours faux d'au moins 5 ans. Ben, 15 ans après, c'est mort, quoi. C'est mort, on voit bien que Ariane 6, elle est morte, c'est qui est terrible, avant même d'être lancée. Elle est morte avant même d'être lancée, parce qu'elle a été lancée pour concurrencer Elon Musk. Ariane 5 se lance à 100 millions de dollars. Elon Musk lance à 70 millions de dollars. Ils ont créé Ariane 6 pour lancer un coût de lancement à 60 millions de dollars. Quand c'est plus... Elle n'est pas encore volée. Quand elle volera, Elon Musk sera à 40 millions de dollars le coût de lancement. Parce qu'il fait des fusées réutilisables, comme vous savez. Mais la grande nouvelle que je vous apprends aujourd'hui, c'est que Elon Musk lui-même n'est que la vitrine de ce qu'on appelle le New Space, le nouvel espace. Non, le plus important, c'est les bébés Musk. Voilà un bébé Musk. Un bébé Musk s'appelle Rocket Lab. Ce vaisseau, qui a une grande taille, n'est que de 20 mètres de haut, ce qui est rien par rapport au vaisseau d'Elon Musk, sauf qu'il coûte 100 fois moins cher. Et l'idée de Rocket Lab, et de ses concurrents, car il y en a beaucoup. Vous voyez, ils ont déjà lancé, Rocket Lab est une compagnie qui a déjà lancé là, ils ont fait 21 lancements, ils ont récupéré à chaque fois leur fusée, ils ont mis 105 satellites dans l'espace, mais des tout petits, en 21 lancements, avec un seul fusée récupérable, c'est la fusée que vous voyez sur cette photo. Et l'idée de Rocket Lab, c'est que n'importe quelle PME, et même demain n'importe quel étudiant en thèse, pourra envoyer son satellite pour quelques centaines de dollars. Il pourra envoyer son satellite sur Rocket Lab pour quelques centaines de dollars. Donc c'est vraiment quand on vous dit que Richard Branson et les autres, c'est l'espace pour tout le monde, ouais, d'accord, c'est l'espace à 200 000 dollars le ticket. Donc à 200 000 dollars le ticket, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se le payer. Mais par contre, là, c'est l'idée que chaque PME pourra effectivement faire son lancement de satellite. Et ça ne va pas s'arrêter là. Vous avez Moon Express. Moon Express, c'est cette compagnie, vous voyez, qui veut redéfinir ce qui est possible. Vous voyez leur petit vaisseau tel qu'ils le proposent, le poser sur la Lune. Eh bien, ce qui est très intéressant chez Moon Express, c'est que en 2010, ils racontent, quand ils ont lancé la société, ils sont allés voir les constructeurs de moteurs fusées pour les fusées spatiales. Et pour la petite fusée qu'ils voulaient faire, le moteur coûtait 24 millions de dollars l'unité. 24 millions de dollars. Il fallait 2 ans pour le fabriquer. 24 mois, 24 millions de dollars. Aujourd'hui, en 2021, ils impriment des moteurs sur des imprimantes 3D pour 2000 dollars en 2 semaines. Donc on est passé de 24 millions de dollars à 2000 dollars et de 24 mois de travail à 2 semaines. Voilà,
Voilà l'exponentielle, toujours l'exponentielle. Elle est là, l'exponentielle. Donc demain, après-demain, c'est évident que n'importe quelle PME, non seulement pourra mettre un satellite en espace, mais ce truc-là, il est programmé pour aller creuser le sol des astéroïdes, se gaver de matières premières et revenir sur Terre. Et voilà, maintenant je vous présente la vedette de cette histoire qui s'appelle Psyché. Psyché est un astéroïde qui donc fait 200 km de diamètre. C'est beaucoup, c'est très gros. Il est quelque part sur l'orbite de Mars, mais il contient du fer, du zinc, du nickel, du cadmium, enfin plein de trucs. Et on estime que la valeur au cours actuel des matières premières sur Terre, des matières premières qu'il contient, c'est 847 400 milliards de milliards de milliards. Il n'y a même pas de chiffre pour dire ça. Enfin, pour faire simple, c'est 10 milliards de fois le PIB mondial. Vous prenez le PIB mondial, ça vaut 10 milliards de fois le PIB mondial. Ça représente 113 millions de dollars pour chaque être humain. Tu sais, on vous parle du revenu minimum universel pour tous. Et ben là, vous en avez un gros de revenu minimum universel pour tous. Alors bien sûr, le chiffre est théorique, parce que si on ramène toute cette richesse sur Terre, le cours des matières premières va complètement s'effondrer. C'est logique. C'est logique, il va s'effondrer. L'exponentielle. Voilà pourquoi ça coûtera beaucoup moins cher d'aller chercher des métaux sur Psyché que d'aller chercher en Australie ou au Canada dans des mines qui vont s'épuiser, où il faudra creuser de plus en plus profond. Donc on est dans l'exponentielle du spatial. Et donc retenez cette bonne nouvelle, la matière première, c'est illimité, contrairement à ce qu'on raconte. Les matières premières sont illimitées à condition de lever la tête. Il faut avoir un peu d'imagination. Elles sont limitées sur Terre, mais elles sont illimitées ailleurs. Et vous avez déjà des tas de business, vous voyez, Space Venture Investor, etc., qui sont en train de bâtir cette future industrie qui fera que les matières premières seront illimitées. Donc, matières premières illimitées, énergie illimitée, nourriture illimitée, on est bien parti. Ben, il reste la santé. Alors, la santé, c'est plus problématique, mais il y a quand même des progrès. Pourquoi la santé, c'est plus problématique? Parce que l'être humain, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et le cerveau humain, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus complexe que de faire des satellites, que de faire des fusées, donc, que de faire des circuits électroniques. Donc c'est pour ça qu'on est en retard. Regardez, dans les années, je ne sais pas quand, 2200, on se foutra de notre gueule, à nous, les gens de 2021. On dira, mais vous vous rendez compte, ils étaient emmerdés par un simple virus. Cette société qui était capable d'aller sur la Lune, ils n'avaient même pas d'antivirus. Comme on a des antibactériens qui sont les antibiotiques depuis 75 ans ou 80 ans, eh ben on n'a pas d'antivirus. On n'a toujours pas d'antivirus sérieux qui fonctionne. Non, non, non. On a des antibactériens, on n'a pas d'antivirus. Et puis vous savez, les gens de 2021, quand ils vieillissaient, ils se transformaient tous en légumes. Ben oui, ça s'appelait l'Alzheimer, ils appelaient ça comme maladie, et puis ils n'avaient absolument aucune idée de comment le traiter, et même ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Et ben voilà. Et puis vous savez quoi, ils mouraient du cancer. Non mais franchement, c'était pas foutu de tuer des cellules cancéreuses. Ils tuaient toutes les cellules, ils tuaient 2000 cellules saines pour une cellule cancéreuse, et les gens, ils mouraient du traitement contre le cancer plutôt que du cancer. Ouais. Ben, c'était les gens de 2021, vous vous rendez compte, c'était vraiment des préhistoriens. C'est ça qu'on dira de nous dans le futur. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus complexe de faire, de tuer des cellules cancéreuses par rapport aux non cancéreuses, de tuer des virus, etc., que de faire des fusées pour aller sur Mars. C'est beaucoup plus difficile, parce que le vivant, c'est d'un autre ordre que la technologie. Néanmoins, il y a des progrès intéressants. Regardez ça. Le décryptage du génome humain a duré 13 ans, entre 90 et 2003, et a coûté 3 milliards de dollars. Pour cette somme-là, on a décrypté entièrement l'ADN, le génome d'un être humain. D'accord ? C'était annoncé par Bill Clinton avec les deux grands scientifiques, Francis Collins, que j'ai eu la chance de connaître, et Greg Venter, que je ne connais pas, parce que lui, c'est un matérialiste plutôt fanatique. Mais bon, il veut faire des trucs artificiels. Mais enfin, c'est les deux grands scientifiques qui ont participé au projet Génome humain. Et autour de Bill Clinton, ils annoncent la réussite. Vous voyez, ça a été dans le New York Times, ça a été dans le Times, ça a été partout sur la planète, c'est le gros événement. Donc voilà. Et puis, donc 13 ans, 3 milliards. OK, en 2007, hein, c'est 4 ans après, ça coûte 1 million de dollars de décrypter le génome d'une personne humaine. En 2015, ça coûte 1000 dollars. En 2017, ça coûte 100 dollars. Et ça se fait en 1 heure. On est passé de 13 ans et 3 milliards de dollars pour la même opération, 100 dollars 1 heure. OK ? Donc vous avez vu ce que je viens de vous présenter? L'exponentiel dans l'énergie, l'exponentiel dans la santé, l'exponentiel dans la nourriture, l'exponentiel dans le spatial. Ben, c'est incroyable.
Comme je dis souvent, on ne sait pas où on va, mais on y va, ça c'est sûr. Et on y va à toute vitesse. Donc c'est évident que ce sont des choses qui vont complètement changer la donne dans notre société. Et je dirais, heureusement, je ne vais pas porter le jugement de valeur parce qu'on a beaucoup de problèmes. Ça va créer beaucoup de problèmes. On pourra en parler dans le débat aussi, évidemment. Il y a des mauvais côtés, je prends les bons côtés. Mais heureusement que nous avons ce genre de solution quand même. Alors, il faut bien voir avec l'exponentielle les 6D, ça c'est très important. La digitalisation, dès qu'on peut traduire un truc en 0 ou 1, par exemple la photo, la musique, eh ben, il est soumis immédiatement à la fameuse exponentielle. Et donc, par exemple, la photo, c'est un bon exemple, la musique aussi. Après, il y a la dormance. Pendant 20 ans, on avait le brevet du numérique photo, mais on n'en a rien fait. Ça dort. L'imprimante 3D, qui est un des outils les plus fondamentaux, je ne vais pas le dire ici au Ludilab parce que tout le monde le sait au Ludilab, mais un outil fondamental de changement de civilisation, un peu comme la machine à vapeur était dans la révolution précédente. L'imprimante 3D, pendant 20 ans, on a imprimé que des jouets en plastique. Et puis soudain, on voyait qu'on peut tout imprimer, des maisons, des automobiles, des steaks hachés, etc., etc. Oui. Donc il y a une phase de dormance. En 2000, la plupart des grands patrons français et mondiaux ont perdu la peau des fesses en investissant dans la bulle Internet. En 2001, quelqu'un pouvait dire finalement acheter sur Internet, ça se fera jamais. Investir dans Internet, c'était une très mauvaise idée. Donc comme ça, ils ont la double peine. Un, ils ont perdu des millions, et deux, ils ratent la révolution suivante, car 10 ans plus tard, évidemment, c'était le bon moment pour investir dans Internet. Voyez. Donc ça, c'est la dormance. Ensuite, il y a la disruption. La disruption, c'est quand la technologie prend une telle puissance, elle finit de dormir, que les produits, les services, les marchés, les industries existantes sont complètement perturbés. Disparition totale. Avant, à Paris, dans chaque rue, il y avait un type pour développer les photos. Ah oui. Évidemment, ils ont tous disparu depuis longtemps. Ils ont été remplacés par des vendeurs de cartes prépayées de téléphones portables, par exemple. Voyez. Mais les disquaires, il n'y a plus aucun disquaire, évidemment. Donc, démonétisation. Là où il y avait à la fois un produit avec un service, l'argent disparaît. Ça vaut de moins en moins cher. Aujourd'hui, la musique est quasiment gratuite. Personne ne veut payer pour de la musique ou presque, voyez. Donc le marché diminue. Là où il y avait un marché de 25 milliards de dollars de vente de CD, aujourd'hui, il n'y a même pas 5 milliards de dollars. Voyez. Donc il y a une démonétisation, une dématérialisation. Les produits eux-mêmes disparaissent, les appareils photo, les chaînes stéréo, les consoles de jeux vidéo, les téléviseurs, demain vont disparaître, les boîtiers GPS, et puis Wikipédia qui dématérialise les bouquins, iTunes qui dématérialise les disquaires, j'ai déjà dit. Et puis la démocratisation, c'est-à-dire que la technologie exponentielle se développe et que tout le monde, même un Kenyan au fin fond du Kenya, sachez qu'un Kenyan au fin fond du Kenya, il est plus avancé que nous pour le paiement par téléphone portable. Parce que le paiement par téléphone portable a été inventé au Kenya par des Kenyans avant d'être pris par les Chinois. Parce que justement, comme il n'y a pas de banque, comme il n'y a rien au Kenya, ils ont fait le paiement par téléphone portable. Ils sont beaucoup plus avancés que nous pour le paiement par téléphone portable. La partie du PIB qui est payée par téléphone portable, le paiement par téléphone portable par rapport à la partie du PIB, numéro 1 mondial, c'est le Kenya. Voyez. Et aujourd'hui, dans plein de pays africains, vous avez des gens qui ont des petits panneaux solaires et qui, pour 100 $ ont acheté des panneaux solaires qui font leur énergie, alors qu'ils n'ont jamais eu de réseau électrique chez eux. C'est comme les gens qui n'ont jamais eu de téléphone fixe et qui passent directement au portable. Ça, c'est la possibilité de la démocratisation de ces nouvelles technologies. Et puis, la convergence. La convergence, c'est un autre concept très important à avoir, parce que tout ça va converger. Là, je vous ai parlé de révolution en silo, vous voyez, séparés. Mais tout ça va converger avec une puissance incroyable pour changer notre civilisation, encore plus fort que tout ce que je peux imaginer. Regardez, par exemple, j'ai pris l'écran de mon téléphone, de mon iPhone. Vous voyez, quand je regarde les icônes qui sont là, ça remplace la caméra Handycam Sony, j'en avais une comme ça, et c'était déjà une caméra très légère et de bonne qualité. Ça remplace l'appareil photo, ça remplace le Walkman Sony, analogique et plus tard numérique, puisque vous avez évidemment le Walkman dans votre téléphone. Ça remplace le GPS, voilà un GPS Garmin, qui avait la taille d'un téléphone portable. Évidemment, c'est mort et enterré. Évidemment, la boussole et la montre sont... Pourquoi porter une montre aujourd'hui, franchement, quand on a un téléphone, sont dans le téléphone. Le dictaphone, et oui, le dictaphone, très important pour moi, qui dicte beaucoup de choses pour des textes. Et voilà, le dictaphone est dans le téléphone portable. La console de jeu aussi. La lampe, et oui, la lampe de poche. Je ne sais pas si vous avez une lampe de poche. Moi, j'ai une lampe de poche dans mon téléphone pour éclairer. La calculatrice, bien
bien sûr, et l'organisateur, hein, le Palm Pilot. Et puis, évidemment, ma mère, elle avait une vieille imprimante, une vieille machine à écrire comme ça, qui était bleue, pas la rose, là, mais la même modèle. Et ben, aujourd'hui, évidemment, on n'a plus besoin de ça. Et même l'ordinateur, pour faire une conférence comme celle-ci, préparer un PowerPoint, j'ai encore besoin d'un ordinateur comme ça, mais demain, j'en aurai plus besoin. Et ça, ben, ça, c'est le premier téléphone portable, le Motorola de 1984, qu'on appelait la brique. Et il pesait 750 grammes. C'était une révolution pour l'époque. Il avait une autonomie d'1 heure. Il me fallait 10 heures pour le recharger. Vous voyez, ben voilà, c'était le premier téléphone portable. Ben évidemment, ça, c'est intégré depuis longtemps et disparu depuis longtemps dans cette convergence de tout ça que vous avez dans un smartphone. Donc, la convergence, on va la retrouver à plein de niveaux. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui converge d'une toute autre façon. C'est un projet tout à fait visionnaire d'un jeune architecte qui a déjà construit un immeuble à Taïwan de 22 étages avec plusieurs milliers d'arbres à l'intérieur. Donc, c'est un immeuble qui émet effectivement plus d'oxygène qu'il n'en consomme. Donc, c'est pas seulement un utopiste, mais il va vous montrer un projet qui là est utopiste, mais qui est quand même passionnant. Regardez. Actuellement, nous avons 3 grands projets manifestes qui sont en cours d'études ou en cours de permis de bâtir ou en cours de chantier. Ici, nous avons le projet de ferme verticale Dragonfly. C'est un projet véritablement de civilisation, de société qui veut repenser l'agriculture du futur. En 2050, nous serons 9 milliards de bouches à nourrir et donc il est important dès aujourd'hui de repenser comment nous allons produire toute la production alimentaire pour les pays développés, les pays en voie de développement et les pays sous-développés. La grande serre bioclimatique centrale est inspirée structurellement des ailes de libellule. Les ailes de libellule ont la spécificité de présenter une plasticité très forte par leur fine nervuration, étant donné qu'elles sont capables de porter jusqu'à 10 à 20 fois leur poids. On imite donc la nature dans ses processus les plus intelligents afin d'utiliser un minimum de matière construite pour avoir les portées les plus efficaces possibles. Ici, nous avons donc voulu réintroduire le milieu agricole au cœur de Manhattan, au cœur de Big Apple, transformant ainsi le citadin en jardinier et lui permettant de venir cultiver des champs de céréales, des champs de tomates, des champs de pommes de terre étagés à la verticale. Sur le plan architectural, vous retrouvez la retranscription structurelle de l'aile de libellule et de ses fines nervures qui viennent empiler les différents étages d'agriculture. Sur la proue sud de cette tour, vous voyez le grand bouclier photovoltaïque qui crée 50% de l'énergie électrique. Ici, vous avez les 3 alvéoles axiales qui permettent de réceptionner 3 grandes éoliennes de 300 mètres au total qui permettent, dans l'axe des vents dominants, de générer les 50% de l'énergie électrique supplémentaire. Nous avons aussi de véritables fermes dans le socle qui permettent d'avoir une production de laitage, d'œufs, de viande et également des bassins de viviculture. C'est une tour jumelle qui vient coupler une boucle de logement ainsi qu'une boucle de bureaux. Cela nous permet de récupérer toute l'énergie qui est diffusée par les espaces de bureaux en journée et de les réimpacter dans les espaces de vie en soirée afin de diminuer par 2 la consommation d'énergie. Nous voulons transformer les lieux de consommation en lieux de production et nous voulons créer de véritables quartiers étagés où par exemple on pourra vivre ici au 10e étage, travailler au 20e étage, mettre ses enfants à la crèche au 30e étage et au 50e étage avoir par exemple des complexes de cinéma. Alors, vous voyez, il y avait des humoristes qui disaient qu'il fallait mettre les villes à la campagne. Eh bien, lui, il veut mettre la campagne à la ville. Mais si on regarde ce qui converge dans ce projet, vous avez, dans le même immeuble, vous avez des immeubles de bureaux et des immeubles d'habitation. Au lieu d'aller au travail, on est au travail au même endroit. Je suis persuadé qu'à l'avenir, un des trucs qui, en 2200, paraîtra le plus délirant de notre civilisation moderne, c'est le temps qu'on perd pour aller au travail. Vous avez sur Terre des milliards d'heures et des milliards de litres de gazole qui sont perdus chaque jour pour aller au travail. Avant, le paysan habitait sur son champ, le savetier habitait dans son échoppe de sabots, etc. Donc déjà là, vous avez les bureaux, vous avez l'habitation, et on utilise la chaleur des bureaux. Bon, on bascule sur l'habitation, puisqu'on ne sait pas chauffer au même moment, etc. Mais vous avez aussi le cinéma, vous avez l'école,
Vous avez l'élevage des poissons, la pisciculture, vous avez les vaches, vous avez le blé, vous avez tout ça au même endroit. Donc tout ça converge. C'est le smartphone, cet immeuble, c'est le smartphone des immeubles. Voilà. C'est l'idée, c'est l'équivalent du smartphone de tout à l'heure, sauf que ça converge au niveau des lieux de vie, de tout, etc. Alors c'est aujourd'hui qu'un projet utopique, mais certainement des trucs comme ça, je ne suis pas celui-là, mais se feront. Vous voyez, donc le pouvoir de la convergence, je n'ai donné que 2 exemples, mais tout ce que je vous ai dit là, les exponentielles, elles vont converger entre elles. Vous allez voir, le spatial, la santé, l'énergie, tout ça, ça va converger et ça va faire des trucs tout à fait incroyables. Mais, il ne faut pas oublier un autre truc, c'est l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça a bouleversé la vie, pour le meilleur comme pour le pire. Ici, vous avez le robot Atlas de Boston Dynamics, qui est le robot le plus avancé, le robot humanoïde le plus avancé. Et ce robot humanoïde, vous voyez, il y a déjà une certaine forme d'intelligence artificielle embarquée parce que si vous déplacez la boîte et vous déplacez le robot par rapport à la boîte, le robot va instantanément se remettre dans la position de sa tâche qui est d'aller mettre la boîte sur des étagères. Si vous déplacez encore la boîte, il va instantanément etc., adapter à son nouvel environnement. Notez que le gars, il est prudent, hein, il prend une crosse de hockey parce qu'on ne sait jamais. Le robot pour lui en mettre une, surtout après ce que vous allez voir après. Regardez bien la suite. Maintenant. Ah, c'est pas gentil, on va dire. Il y a des gens qui s'émuent. Oh, le pauvre petit robot. C'est méchant. 15 secondes, ça prend. Regardez bien. 15 secondes, j'ai chronométré. Voilà. Et hop, c'est reparti pour un tour, vous voyez. Donc voilà, des robots comme ça, ils s'améliorent chaque année là aussi de façon exponentielle. La dernière version d'Atlas, il fait des saltos, il fait des parcours du combattant, il fait des trucs comme ça, vous voyez. Mais ça, c'est qu'une partie de l'aspect. Ça, c'est l'aspect robot humanoïde. Vous avez ici le logiciel d'intelligence artificielle dans un film qui s'appelle Her. Her, c'est elle en anglais. Joaquin Phoenix, l'acteur qui est là, je vous conseille ce film, c'est très impressionnant. C'est un homme qui tombe fou amoureux de son téléphone portable. Alors vous allez me dire, il a quelques problèmes relationnels évidemment, parce qu'il a divorcé, etc. Il a eu des déboires amoureux. Mais il tombe fou amoureux de son téléphone portable et c'est assez logique parce que ce téléphone portable est programmé pour représenter une femme amoureuse qui connaît tous ses goûts, tous ses fantasmes les plus secrets. Elle a accès à toutes ses recherches sur Google, etc. Donc elle le connaît et elle s'adapte parfaitement. Elle s'adapte parfaitement à ceux qui l'attendent d'avoir comme compagne, voyez-vous. Mais ça, ce n'est qu'évidemment qu'un téléphone portable. Attendez d'avoir ça dans un robot humanoïde et vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous montrer maintenant Sophia. Bon, c'est en anglais, donc je ferai un petit résumé après. Sophia est donc le robot qui est le plus avancé pour ce qu'on appelle le test de Turing. Le test de Turing, c'est vous discutez avec un robot et vous discutez avec un être humain et vous ne voyez pas la différence entre l'être humain et le robot. Si vous ne voyez pas la différence au bout d'une demi-heure de discussion entre un être humain et un robot, ben le robot a gagné. Aucun robot ne sait faire ça aujourd'hui, mais le robot qui est le plus proche est le robot fait par David Hanson, qu'on va entendre, de la société Hanson Robotics. Alors, pardon, il faut que je le lance par contre. Oh, excusez-moi, il faut que je lance le truc. Attendez. Ah, zut, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est là, je dois le lancer celui-là. Et c'est parti. Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like, like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things.
I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy. Au-delà du gag du robot qui dit qu'il veut détruire l'humanité, ce qu'a dit David Hanson est très important. Je ne sais pas jusqu'où il aura raison, mais il dit dans 20 ans, les robots seront indistinguables des êtres humains. Ils seront, comme dans ce film sur Arte qui s'appelle Real Human. C'est une série très intéressante qui est passée sur Arte. C'est une série danoise qui se projette dans un avenir où chaque famille a ses robots qui sont là pour élever les enfants, comme l'a dit David Hanson, pour faire les courses, pour vous aider à faire la cuisine, pour etc. etc. Et ça va pas s'arrêter là, vous allez voir. Et donc, évidemment, dans ce cadre-là, ça peut poser des problèmes très importants parce que Sophia n'est qu'une machine, elle est programmée pour ressentir, pour faire semblant de ressentir les émotions d'un être humain, mais elle ne les ressent pas, elle simule un être humain parfaitement. Donc je ne rentrerai pas dans le débat, est-ce que les robots pourront ressentir ce que ressent un être humain ou simplement simuler le fait de ressentir ce que ressent un être humain, ce qui, à mon avis, sera le cas. Je pense que l'être humain a quelque chose qu'un robot ne pourra jamais avoir, mais pourra imiter. Mais le fait d'être entouré de robots qui imiteront parfaitement les êtres humains va complètement changer notre vie. C'est ce que expliquent des films comme justement ce film-là de Real Human. Et vous avez David Levy, qui est un grand spécialiste de la robotique, qui, pour s'en réjouir, d'autres vont au contraire trouver ça abominable, dans cet ouvrage « L'amour et le sexe avec les robots », il explique que, d'après lui, avant 2050, l'État du Massachusetts, qui est le plus avancé aux États-Unis pour les lois sociales, va autoriser le mariage homme-robot. Certains d'entre vous ont certainement manifesté contre le mariage pour tous, etc. Vous savez, eh ben vous allez voir ce qui vous attend. Maintenant, la prochaine manif, c'est le mariage homme-robot. Et il y aura des résistances encore plus violentes. Pourquoi, dit David Levy? C'est logique. Le mariage entre blanc et noir était strictement interdit pendant des siècles aux États-Unis. Aujourd'hui, il faudrait être fou pour interdire ça, ou ultra nazi. Ensuite, le mariage entre personnes du même sexe était strictement interdit. Aujourd'hui, il est autorisé dans la plupart des États américains. Et ben voilà, le prochain mariage, c'est le mariage homme-robot, chers amis. Vous voyez, et vous avez le Huffington Post et d'autres qui disent, voilà, le robot sexuel va arriver plus vite que vous n'imaginez. L'intelligence artificielle, le mariage, les humains devraient être capables d'épouser des robots. Vous avez en France l'avocat Alain Bensoussan qui travaille sur les droits des robots. Il explique que justement le robot doit avoir un droit qui n'est pas celui de la personne humaine, mais il y a bien des droits pour des sociétés qui sont des sociétés immatérielles. Hein, et les sociétés ont bien des droits et des devoirs. Eh bien, il faut inventer des droits et des devoirs pour les robots. Un intéressant bouquin de ce psychologue Serge Tisseron, qui lui, au contraire, tire la sonnette d'alarme dans ce livre qui s'appelle « Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle ». Qu'est-ce que dit Serge Tisseron? Regardez, c'est très intéressant et inquiétant. Il dit « La brèche par laquelle les robots entreront dans nos vies est la différence qui existe entre ce que nous attendons d'un interlocuteur et ce qu'il nous propose en réalité ». Oui. Mon ami André Comte-Sponville dit « L'amour, c'est de pardonner à l'autre d'être ce qu'il est ». Ça paraît pas très enthousiasmant, mais bon, comme André est un matérialiste, il n'est pas très enthousiasmé par la vie. Mais il dit, cette phrase est très profonde. L'amour, c'est de pardonner à l'autre, de n'être ce qu'il est. Ma femme aimerait que je sois un peu moins gros, que je sois différent, etc. Oui, mais je suis comme ça. Moi, j'aimerais que ma femme soit comme ci et comme ça. Oui, mais elle est comme elle est. L'amour entre deux êtres humains indépendants, c'est accepter l'autre tel qu'il est. C'est pas vouloir transformer l'autre pour le façonner en fonction de ce que vous voulez. Vous voyez, l'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Eh bien, le robot, lui, il va se façonner exprès pour être exactement le robot compagnon comme vous voulez. Voyez ? Et donc, du coup, les gens vont se dire, pourquoi pas avoir quelqu'un qui va parfaitement être comme je veux, plutôt que de m'emmerder avec un être humain, voyez. Et donc, le problème, dit Serge Tisseron, c'est que cette première étape pourrait être suivie par une seconde, au moins chez certains êtres humains. À force de côtoyer des machines pourvues d'émotions de synthèse sur mesure, ils pourraient préférer les êtres humains qui seraient aussi beaucoup plus prévisibles. En gros, le premier stade, c'est l'humanisation des robots. Et le deuxième stade, c'est la robotisation des êtres humains. Eh ouais.
Et là, c'est quand même des problèmes assez monstrueux que nous avons devant nous. Regardez, le logiciel compagnon, ça va exister bientôt très facilement. Le robot sexuel pourvu d'un logiciel compagnon, évidemment, hein, avec comme la Sophia, etc. Le mariage avec le robot et la robotisation des humains. Donc, évidemment, tout ça n'est pas très gai, mais un homme et une femme avertis en vaut deux. Donc, il faut bien voir que ça fait partie des très grosses problématiques. Encore une fois, je parle de robots qui ne prendront pas le pouvoir. C'est pas Matrix, c'est pas Terminator. Je parle de robots qui n'auront pas d'identité, je parle de robots qui n'éprouveront rien, mais je parle de robots qui simuleront parfaitement à la perfection des êtres humains, etc. Bon, après, il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir parce que, bon, après, on va peut-être se lasser des robots. Il y a un film de science-fiction qui est un vrai navet, j'ai oublié le titre, des années 1980, c'est un film de série Z, mais ça décrit un homme qui est avec son robot sexuel, hein, son compagnon robot, une superbe blonde, etc. Puis, pas de bol, elle tombe en panne. En panne. Et puis on est dans un monde un peu post-collapsologie apocalyptique. Donc pour aller chercher les pièces de rechange, c'est très compliqué. Il faut aller dans un endroit très dangereux. Alors il prend une espèce de tueuse à gages qui est une femme, le contraire absolu du robot, c'est-à-dire qui n'arrête pas de lui mettre des baffes, qui n'arrête pas de l'engoler et tout, mais qui est la seule qui peut le guider pour aller chercher les pièces qui manquent pour le robot. Et puis finalement, une fois qu'il a les pièces qui manquent pour le robot et qu'il revient avec, il laisse tomber le robot et il est tombé amoureux de la femme qui était très imprédictible, original, évidemment, et pas du tout prédictible comme un robot. Donc, c'est montre qu'il y a quand même de l'espoir. Mais bon, donc tout ceci pour dire que le dernier point avant de conclure, je conclurai un peu sur des choses plus pratiques, mais ça va être l'éducation. Dans ce monde, il faut changer drastiquement l'éducation, parce que l'éducation telle que nous la pratiquons, elle n'est pas du tout adaptée. Et regardez, je vais être très provoquant, mais l'éducation actuelle, son but, depuis 2 siècles, c'est de fournir c'est pas du temps de cerveau manipulable, comme on dit sur TF1 à Coca-Cola, non, c'est de fournir des gens dociles et bien éduqués pour l'industrie. Vous avez l'idée qu'on rassemble tous les gens déjà d'une même classe d'âge. C'est comme les voitures. Tous les gens nés en 1963 vont à l'école ensemble. Ensuite, on leur donne le même programme à tout le monde, du même âge. Et on leur donne le même emploi du temps. Et après, on dit des sonneries en plus, pour les apprendre, les sonneries dans les entreprises. Vous voyez, c'est carrément de... Et puis, on leur donne des notes. Ça paraît tellement normal. Tout le monde trouve normal. Comment on ferait sans notes? Maintenant, projetez-vous 2500 ans en arrière. Imaginez Platon dans son académie. Imaginez Aristote dans son lycée. Déjà, si on leur disait qu'on va apprendre la même chose à tous leurs élèves, mais ils diraient, vous êtes fous. Chaque élève prend son truc à la carte. Chaque élève est un être humain avec des idées différentes qui veut apprendre des choses différentes. Et puis attendez, on va donner des notes à vos élèves. Non, mais alors là, ils vous foutent à la porte à coups de pied au cul, Platon et Aristote. Des notes? Enfin, c'est quoi ça? Et on peut se leur dire que les élèves qui vont tous apprendre la même chose, et on va mettre les élèves avec tous le même âge en même temps. Tous les gens qui vont étudier, on va les mettre en fonction de leur date de naissance. Non, mais attendez, c'est fou. Donc, en fait, ce qui est les piliers d'éducation dits classiques, c'est quelque chose de tout à fait récent et moderne qui n'a même pas 200 ans. Et ça correspond à la révolution industrielle. Vous comprenez? C'est exactement ça. Hein, c'est vraiment... on fait du formatage de cerveau en masse et c'est très utile, très pratique. Je ne vais pas critiquer ça. C'était nécessaire pour les 2 derniers siècles. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un tout autre monde. On est dans un monde où ce qui va compter, c'est parce que tout ce qui va être de base va être fait par les robots. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est la créativité. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est justement l'imagination. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'accès à différents types de connaissances, hein, chacun en fonction de ses idées et de sa passion. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a une révolution dans l'éducation. Regardez, Coursera, les cours de Harvard, c'est 50 000 $ pour être étudiant à Harvard. Et il n'y a que 10 000 privilégiés qui peuvent le faire chaque année. Sauf que pour 400 $, vous avez accès à tous les cours de Harvard sur Coursera. Et il y a 17 millions de personnes qui suivent ces cours-là, voyez. Et ça, aujourd'hui, ce qui est fabuleux, c'est que le savoir est à la portée de tout le monde. Vous allez sur une conférence TED, vous allez sur Wikipédia, vous allez sur Khan Academy. Khan Academy, c'est encore le pouvoir de l'exponentiel de l'Internet. Rappelez-vous cette histoire. Il y a un peu plus de 10 ans, Monsieur Khan, un prof de maths inconnu, met 2 vidéos sur Internet parce que sa petite cousine lui demande des vidéos, sa petite nièce, pour lui dire explique-moi comment on fait calculer une tangente. Machin. Ok, j'ai mis une vidéo sur Internet, va voir. Donc les vidéos étant publiques, les parents d'élèves l'appellent, ah mais mon fils va faire un truc sur la trigo, machin, est-ce que vous pouvez faire une vidéo? Et donc du coup il est débordé, il appelle d'autres profs de maths qu'il choisit comme étant pédagogue, et aujourd'hui, 10 ans après,
Tout ce qu'un enfant a besoin de savoir, de la maternelle au baccalauréat, dans tous les domaines, et demain dans toutes les langues du monde comme Wikipédia, c'est sur Internet, c'est sur Khan Academy et c'est gratuit pour l'éternité. C'est leur slogan. Voilà. Tout ce qu'un enfant peut savoir, a besoin de savoir, c'est gratuit et c'est sur Khan Academy. Donc, à quoi ça sert d'avoir un prof demain? Ça n'a plus aucun sens. Pourquoi vous voulez qu'un type entre en compétition avec des gens qui sont bien meilleurs pour faire la vulgarisation avec les moyens, les vidéos, etc. Vous voyez? Donc, demain, le prof, ça va être un coach. Un coach qui va dire à chaque élève, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Écoute, ça. Écoute, voilà, là, tu vas aller chercher l'info. Là. Tu reviens dans 15 jours et on va voir qu'est-ce que tu veux faire avec cette info. On va en discuter et je vais te donner non pas des devoirs, mais je vais te donner des projets. Et ces projets, tu vas les faire collectivement. On va les faire en groupe et ils seront corrigés par d'autres élèves d'abord. Et après, ils seront corrigés par moi, l'ancien prof devenu coach. Vous voyez, ça existe déjà, j'en parle un instant, c'est l'école 42. Mais un truc qui m'a frappé, c'est l'existence de ce type-là, Peter Thiel. Peter Thiel, il a créé le Thiel Fellowships pour 20 personnes par an. Voilà un exemple des lauréats de l'année. Il va dans les universités et il dit, voilà, il dit les plus grandes universités, Harvard, Berkeley, etc. Et il dit, je vous donne $100 000 au premier d'entre vous qui se lève et qui jure de quitter immédiatement l'université à jamais et de jamais revenir travailler et étudier dans une université. Vous vous rendez compte? C'est une bourse anti-études. Avant, vous aviez les gens riches, quand ils avaient réussi, donnaient des bourses pour que les gens pauvres puissent aller faire des études, puissent avoir la connaissance, puissent avoir une chance dans la vie. Mais là, c'est la première bourse au monde anti-études. Ils considèrent que c'est un gâchis épouvantable que les meilleurs cerveaux des jeunes Américains soient dans l'université, et donc ils donnent $100 000 à ceux qui jurent d'abandonner immédiatement leurs études, et ils les encadrent ensuite pour créer leur société. Et vous avez bien sûr l'école 42 dont je parlais, fondée par Xavier Niel, un type assez visionnaire, comme vous le savez tous. Et 42, voilà, c'est comme ça qu'il se présente. Première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes, accessible 18-30 ans. Et donc là aussi, vous avez exactement la même idée, c'est ce que j'ai raconté, ça, vous n'avez plus de profs, vous avez des coachs qui vont voir les élèves, qui leur disent, voilà, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, voilà où tu acquis l'info, et voilà maintenant des projets. Quand vous avez fait 21 projets, vous n'avez pas de diplôme, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de programme, mais quand vous avez effectué 21 projets validés par l'ex-prof, vous pouvez quitter l'école 42 et vous avez tout de suite du travail, évidemment. Nicolas Sadirac, le premier président de l'école 42, dit cette chose terrible: au cours de ma carrière, j'ai pu constater que plus le maître enseigne et moins l'élève apprend. Les écoles d'ingénieurs sélectionnent les profils les plus conformistes. C'est ce qu'on avait besoin pour l'industrie, évidemment. Ceux qui prennent le moins de risques. Profil adapté au processus industriel de masse, comme je vous le disais, qui a fait le succès du système occidental, mais parfaitement inadapté au monde numérique, avide de créativité, car notre système éducatif fait disparaître l'individu et la capacité à créer. C'est des phrases quand même assez terribles. Et donc, vous voyez comment réagir quand les entrepreneurs vantent les mérites de ne pas étudier à l'école. Est-ce que le professeur est toujours le seul à pouvoir dispenser son savoir? L'apprentissage est-il seulement une période où est-ce qu'il doit se faire tout au long de la vie? Et tout ça, ce sont des questions absolument fondamentales. Est-ce que l'école ne détruit-elle pas chez l'enfant l'aptitude à imaginer, à créer? Alors, il y a d'autres choses. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est juste un exemple, parce que les solutions, elles sont multiples. Mais je vais vous présenter un truc assez fou qui s'appelle l'école dynamique. Vous avez, c'est Raïm Faranghi, un jeune Iranien qui a créé ça en France. Son bouquin s'appelle « Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent ». Donc, le principe de ces écoles, c'est basé sur une école américaine qui s'appelle la Sudbury Valley Park, qui existe depuis 50 ans. Donc, on a quand même beaucoup de recul sur les anciens élèves. Et cette école, c'est bien plus encore que Montessori. Montessori, c'est ce que j'appelle un buffet. Vous avez un buffet où il y a des maths, de la physique, du français, etc. Et on dit à l'élève, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Au lieu d'avoir un cours avec un programme, tu feras du français de telle heure à telle heure. Et puis si l'élève, par exemple, il fait que du français, on va lui dire, les maths, c'est jeu, c'est bien. C'est comme si dans un buffet, vous mangez que le chocolat. On va vous expliquer que les légumes, c'est pas mal non plus. Vous voyez. Donc ça, c'est le but du prof-coach, d'aider l'élève. Mais là, dans l'école dynamique, il n'y a même pas de buffet. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de prof. On casse tous les trucs. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de prof. Et surtout, tous les élèves sont ensemble de 4 ans à 19 ans. Tous ensemble. C'est ça la clé. De 4 à 19 ans. Et donc, les élèves vont s'apprendre entre eux. Comment les jeunes vont apprendre à lire et à écrire dans ces écoles? On n'en sait rien. On n'en sait rien.
Un jour, on constate qu'ils savent lire et écrire comme ils savent parler. Vous voyez. On n'en sait rien de comment ça se passe. S'ils s'intéressent à la mécanique, on va leur donner un kit de mécanique. S'ils s'intéressent à la nature, on va leur donner des appareils photo pour photographier les oiseaux. Donc, dès que l'élève exprime un désir, on lui donne quelque chose pour travailler ce désir-là. Vous voyez. Mais, si l'élève passe 3 ans, 4 ans à faire des jeux vidéo, eh ben, il passera 3 ans, 4 ans à faire des jeux vidéo. C'est fou, mais c'est comme ça. Il y a un exemple à Sudbury Valley Park où une fille a passé 5-6 ans à photographier des animaux dans la nature, parce qu'il y a un grand parc, comme son nom l'indique, dans cette école, Sudbury Valley Park. Et donc, à 13 ans, elle savait ni lire ni écrire. À 13 ans. On va crier au fou. Qu'est-ce que c'est que cette méthode d'éducation où à 13 ans, un enfant sait ni lire ni écrire? Aujourd'hui, elle a été oscarisée à Hollywood pour le documentaire qu'elle a fait sur Edward Snowden. Et donc, c'est une réalisatrice de haut niveau parce qu'elle a été passionnée par l'image. Et elle a appris à lire, à écrire seulement à 13 ans. C'est pas grave, ça l'a pas handicapée. 80% des élèves de ces écoles, donc on a 50 ans de recul, font des études supérieures sans aucune difficulté, alors qu'ils ont absolument rien appris du programme scolaire et qu'a priori, les premières années à l'université sont difficiles, ils y arrivent quand même. Voyez. On va regarder une petite vidéo sur les élèves de l'école dynamique interrogés, vous allez voir. Ici, en fait, c'est comme une récré géante où tu peux faire... Plus fort le son. Il y a une salle calme où il y a des livres. Il y a aussi cette salle où on mange. Il y a une salle cinéma, musique. Il y a aussi une salle où on peut crier, courir, sauter, faire des saltos. Et aussi il y a une salle jeux vidéo. Pour se rassurer, on a besoin que les enfants soient assis et qu'ils écoutent les adultes. Et moi, je suis persuadée que ça devrait être le contraire. Notre manière de voir l'éducation, c'est réellement dans la construction des relations. Par exemple, on a plusieurs enfants ici qui ont appris à lire et on n'a pas réussi à vraiment identifier la méthode par laquelle ils y sont arrivés. C'est vraiment par tâtonnements successifs, comme un bébé qui apprend à parler, par exemple. On ne s'étonne pas qu'un bébé, pendant plusieurs années, il dit n'importe quoi, en fait. Il a l'air de rien dire d'identifiable et on n'est pas là à le reprendre toutes les secondes, à lui enseigner la parole et tout ça. En fait, au fur et à mesure, il s'imprègne en fait de ce qu'il y a autour de lui et il apprend. C'est quelque chose de lent, donc il n'y a pas de résultat tout de suite. Alors évidemment, dans la société d'aujourd'hui, c'est compliqué de penser pas de résultat tout de suite, mais je pense que c'est pour la construction d'être pour demain, quoi, qu'il soit vraiment, pour moi, ancré dans une autonomie dans le corps et dans leur âme et dans ce qu'ils ont vraiment envie de faire dans leur vie. Quand tu me parles de travail, je disparais comme de la poudre vers la pimpin. J'ai connu l'école classique, moi je suis allé jusqu'au lycée et c'est au moment de la seconde où ça a craqué parce que quand j'y suis allé, en fait, je m'attendais à ce que ça aille bien plus vite que le collège, qu'on soit un peu plus libre comme à la fac. Et en fait, je suis tombé de super haut parce que mes profs écrivaient toujours tout au tableau, c'était toujours aussi lent que le collège. Donc je m'ennuyais et je demandais juste de quoi travailler, on ne m'en donnait pas. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui pouvait m'agripper à l'école classique. Il y a plusieurs personnes qui sont extérieures à l'école qui me disent « Quoi, mais qu'est-ce que c'est ton truc là tu vas pas apprendre ?» J'apprends personnellement, en 1 an et demi d'école dynamique, j'ai appris plus de choses que j'ai appris en toutes mes années d'école normale. Avant, j'étais timide, je faisais tout pour avoir un ami et ça n'allait parfois pas en ma faveur. Et maintenant, voilà, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus sociable. Il y a des gens qui font des jeux vidéo, des gens qui jouent des instruments, des gens qui passent la journée à dessiner, des gens qui font plein de choses différentes en fait. Il y a aussi des gens qui s'ennuient parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Parfois, ces phases d'ennui dans l'école, elles peuvent durer jusqu'à assez longtemps, 2-3 mois. Et en fait, c'est quand on va s'ennuyer beaucoup qu'on va se demander ce qu'on a vraiment envie de faire.
Alors il y a des jeunes qui viennent ici et qui restent parfois 1 mois, parfois 1 an, parfois 2 ans, quand il y a presque 100% de la population de son âge qui suit des cours et qui fait le programme scolaire. Faire quelque chose qui est aussi différent, par exemple passer son temps à jouer aux jeux vidéo et à discuter avec ses amis, oui, c'est perçu comme étant anti-éducatif, c'est perçu comme étant insuffisant et tout ça, et du coup, cette pression de la socioculture, à un moment donné, est tellement forte que, oui, il y a pas mal de jeunes ici qui n'ont plus envie de continuer, qui retournent dans le système classique. Après, ce qui est assez génial avec ça, c'est qu'ils y retournent avec un état d'esprit qui est complètement différent d'avant. Ça veut dire qu'au lieu de subir comme une victime tout le programme scolaire, là, cette fois-ci, ils y vont en conscience, et c'est leur choix, et ils y vont en tant que personnes matures et responsables, on va dire. Non, oui, encore une fois, c'est pas pour faire l'apologie de cela, il y a plein d'autres solutions, mais c'est pour donner un exemple extrême de ce que peut être et ce que doit être les différentes réformes d'éducation. En tout cas, il faut la réformer dans ce sens ou dans d'autres. Maintenant, pour conclure, eh bien, la question que se pose à titre personnel, pour un certain nombre d'entre vous qui sont peut-être dans les entreprises ou des choses comme ça, eh bien, quelles sont les qualités à avoir face à ce monde incroyable et en partie imprévisible, où il y a tout c'est exponentiel. La première idée que je vais développer, ou la principale, c'est d'être antifragile. C'est dû à un de mes héros. Dans mon livre, je parle beaucoup de lui. Je parle de Nassim Taleb, donc dans ce livre sur la grande mutation. Et l'idée d'antifragilité, c'est une idée très étonnante. C'est pas la résilience, non, c'est pas la robustesse. Un colis qui serait antifragile, chaque fois que vous donnez un coup de pied dedans, c'est le contraire d'un colis fragile. Il se renforce. Un colis fragile, chaque fois que vous tapez dedans, il s'abîme. Et bien là, chaque fois que vous tapez dedans, le colis serait plus costaud, il ressort plus fort. Et vous dites, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Eh bien si, ça s'appelle la vie. La vie est antifragile. Vous coupez un arbre, il fait des meilleurs fruits. Vous taillez la vigne, elle fait du meilleur vin. Et les vaccins, qu'on soit pour ou contre, c'est de l'antifragilité. On vous donne une petite maladie pour que vous soyez plus fort demain face à une plus grosse maladie. L'antifragilité, les bactéries, elles sont terriblement antifragiles. Vous donnez des antibiotiques, ça tue 99% des bactéries, mais la bactérie qui survit, elle, parce qu'elle a survécu, elle prolifère un max. Donc plus vous tuez des bactéries, et plus il y a des bactéries dangereuses, voyez, les maladies nosocomiales actuellement qui deviennent graves dans les hôpitaux, voyez. Donc l'antifragilité, en fait, est partout, c'est la vie même. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de mot pour dire antifragile. Nassim Taleb a créé le mot anti et fragile avec 2 mots, mais dans aucune langue de la Terre, ni en chinois, ni en russe, ni en arabe, il y a le mot antifragile. C'est curieux. Alors qu'est-ce que c'est que l'antifragilité? On prend des exemples très simples. Un grand ami de Jean-Michel, Alexandre Gérard, qui est un homme qui a beaucoup écrit sur le management. Alexandre Gérard est antifragile parce qu'il avait une boîte qui faisait des dépannages de chantiers, c'était des changements de fusibles hydrauliques, et donc il était dans toute la France avec ses camions. Quand un fusible casse sur un tracteur ou une grue, ils viennent le changer très vite. Et il avait un nom, et le nom de la société avait été déposé par un de ses concurrents. Et il ne le savait pas. Donc le concurrent l'a laissé s'enferrer en utilisant un nom déposé. Puis il a posé, au bout de quelques années, quand il y avait des camions en toute la France comme ça, il a porté plainte pour utilisation d'un nom déposé. Alexandre Gérard a perdu. Et donc du coup, il avait 1 000 € d'amende par jour pour utilisation du nom. Il était dans une grosse merde parce qu'il y a des camions partout. Il faut changer les noms. Il faut 30 jours pour déposer un nouveau nom, faire tous les papiers, changer tous les logos. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Donc son concurrent s'est dit, là, je l'ai mis dans la merde, et comme ça, moi, je vais piquer des marchés pendant qu'il est en train de se dépatouiller avec les problèmes que je vais créer. Sauf qu'Alexandre Gérard est antifragile, donc le jour même, il a mis sur tous ses camions, avec le scotch noir qu'on a à bord des camions, vous savez, un gros point d'interrogation. Il a lancé une campagne de presse. Le numéro 1 du dépannage du flexible hydraulique en France crée la surprise. J-30, J-29, J-28. Tous les jours, il a fait des affiches avec un grand point d'interrogation. Et au bout de 30 jours, il a créé Chronoflex, un nouveau nom de la société, qui est collé ici par un ouvrier sur les camions. Voyez. Donc il est sorti plus fort de la crise qu'il y rentrait parce que justement, il s'est servi de l'attaque de son concurrent pour faire une grande campagne de presse, lancer un nouveau nom, faire parler de lui, etc. Un autre exemple complètement différent, c'est une PME turque. Cette PME turque est fait du miel dans le fin fond de la Turquie. Donc déjà, c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de clients. Et donc cette PME turque qui fait du miel au fin fond de la Turquie, il y a un problème tout à fait unique. Il y a des ours qui viennent détruire les ruches et bouffer le miel pendant la nuit. Alors ça, c'est quand même rare. Donc le problème, c'est que le type devrait se dire, bon, je suis foutu, j'ai pas de clients, j'ai les ours qui viennent bouffer mon miel, qu'est-ce que je fais? Je fais l'exode rural, je vais à Ankara faire la plonge, c'est terminé. Sauf que le gars est antifragile. Il a raisonné comme ça.
Le problème, c'est l'ours, d'accord ? Donc la solution, ce sera l'ours qui me spécifie à moi. Ma spécificité, c'est que j'ai un ours qui vient bouffer le miel. Donc il a mis une caméra infrarouge, il a mis les miels des concurrents et son miel à lui en Zerbali, il a filmé l'ours en caméra infrarouge et il a lancé sur YouTube, impossible bien sûr sans les réseaux sociaux, une grande campagne, le premier miel au monde goûté et approuvé par un ours. Et aujourd'hui, il est en rupture de stock, il vend dans le monde entier évidemment par Internet le miel qui est goûté et approuvé par un ours. Voyez, donc ça, c'est l'antifragilité. Il est sorti beaucoup plus fort d'un problème qui aurait dû le couler. Et ça veut se voir partout dans l'imagination. Regardez, en Chine, il n'y a plus de cash aujourd'hui. Comme les Kenyans, tous les Chinois paient par téléphone portable. On ne réalise pas, parce qu'on a la chance, nous, de ne pas être des mendiants, mais on ne réalise pas l'horreur que c'est pour un mendiant quand plus personne n'a de cash sur soi. Qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà un mendiant qui a compris. C'est marqué en chinois, si vous n'avez pas d'argent, flashez mon QR code. Et donc, vous flashez le QR code et vous lui donnez quelques centimes. Si vous ne me croyez pas, regardez cette vidéo que ma femme chinoise a trouvée sur un marché chinois. C'est un jeune occidental qui est sur un marché chinois avec un ami. Regardez. Alors, c'est en chinois, évidemment. Donc là, vous avez un type qui arrive, vous voyez, le vieux chinois. Il demande un yuan. Donnez-moi un yuan. On lui répond, moi, j'ai pas d'argent. Il dit, ah, mais j'ai WeChat. Alors, les deux jeunes, ils explosent de rire. Et ils sortent leur téléphone portable. Et il dit, bon, attendez, je vais vous donner un yuan. Voilà, ils sortent le type, il sort son QR code. Vous voyez, pourtant, il n'a pas l'air d'un geek. Hein. Contrairement à l'autre sur la photo, il n'a pas vraiment l'air d'un geek nouvelle technologie. Le type lui a donné, thank you, merci, au revoir. Voilà. Et évidemment, c'est beaucoup plus drôle que si vous faites mendier avec une sébille. Et même s'il avait la sébille en plastique, évidemment, il gagne certainement beaucoup plus d'argent comme ça. Voilà, ça, c'est de l'antifragilité, vous voyez. Et effectivement, cette antifragilité, elle peut se voir partout. Regardez en France, une PME, pour donner un exemple français, qui s'appelle Usipanel. Usipanel, c'est une PME qui fabriquait, comme vous le voyez ici, des panneaux pour mettre dans les voitures, les autobus, etc., des panneaux de séparation en plastique. Du jour au lendemain, il n'y a plus d'autobus en fabrication. Nous sommes le 17 mars. Le 17 mars, c'est évidemment le jour du premier confinement Covid, 17 mars 2020. Et ils se disent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer l'usine? Non. Le 17 mars, ils commencent à parler d'un projet de transformer leur truc pour les pharmaciens qui vont rester ouverts, pour les commerces et plus tard pour les bureaux. Ils transforment leur truc ici en, évidemment, glace pour tout ce que vous avez aujourd'hui dans tous les supermarchés, etc. Le 18 mars, au bout d'une journée seulement, ils lancent les démarches pour les fournisseurs. Le 19 mars, ils mettent en place le truc. La rapidité, l'agilité, c'est essentiel. En 2 jours, ils ont transformé leur méthode de production. Ils ont commencé à proposer ça aux pharmaciens. Mais ils se sont dit, le problème, c'est qu'on n'est pas connu pour ça. Il y a un grand besoin. Comment on va faire? Ils ont osé appeler le standard de l'Élysée, alors qu'ils connaissaient personne. C'est ces 2 frères de 27 et 29 ans d'une PME de Toulouse. Ils ont appelé le standard de l'Élysée en disant, voilà, on a vu qu'il y avait des ministres qui avaient le Covid. On vous propose d'aménager gratuitement toutes vos voitures avec des panneaux en plastique comme ça pour protéger, séparer le chauffeur des passagers. Et donc, l'Élysée a accepté. Et donc, du coup, ils sont passés aux 20h de TF1 et ils sont devenus célèbres. Donc, ils sont sortis beaucoup plus forts de la crise qu'ils sont rentrés. Vous voyez, ça, c'est de l'antifragilité pour vous montrer que c'est vraiment, je dis pas à portée de tout le monde, il faut avoir de la réactivité, il faut avoir de l'agilité, il faut avoir de la créativité, il faut avoir des idées, mais on n'est pas besoin d'être monsieur Bill Gates, Jeff Bezos ou Elon Musk pour ça. Vous voyez, c'est possible avec des jeunes de 27 ans comme eux. Donc maintenant, pour conclure, alors, je vais être un peu provocant pour conclure. Vous avez évidemment, tout le monde adore les bébés pandas. Il y en a 2 nouveaux qui sont nés. Vous avez vu aux zoo de Beauval. Je vais aller les voir certainement parce que le dernier bébé panda, je l'ai raté. Quand je suis arrivé, il avait déjà la taille de la maman. Ça grandit très vite, un panda. Donc là, je vais aller voir les bébés avant qu'ils soient grands. Tout le monde adore les bébés pandas et tout le monde déteste les cafards. C'est hideux, un cafard. C'est dégueulasse, un cafard. Oui, il y a un problème. Le panda, c'est le symbole même des animaux en voie de disparition. Pourquoi? Parce qu'il est hyper spécialisé. Il peut bouffer qu'une seule espèce de bambou. Tandis que le cafard, là, vous avez un cafard dans l'ambre de la Baltique. Il a été fossilisé dans cette ambre il y a 250 millions d'années. Et c'est exactement le même cafard que le cafard qui vit aujourd'hui. Il a survécu aux grandes forêts de l'ère primaire. Il a survécu aux dinosaures. Il a survécu à tout. Son secret, c'est qu'effectivement, il est extrêmement agile. Il bouffe de tout. Et il s'adapte à toutes les situations. Il résiste même aux radiations nucléaires.
nucléaire. Donc c'est terrible à dire, mais pour survivre dans le monde de demain, il vaut mieux être cafard que panda. Maintenant, pour le dire de façon un peu plus sympathique, ce qui est important, vous l'avez compris, c'est d'être toujours dans une curiosité intellectuelle, de remettre en cause vos certitudes, de lire les gens qui ne pensent pas comme vous. Le pire piège qu'on a aujourd'hui, c'est le truc Amazon qui vous dit « Vous avez lu ça? Vous aimeriez lire ça ?» Google fait la même chose. On vous enferme dans une bulle de gens qui pensent comme vous. Donc je dis toujours à mes étudiants, la première chose à faire, c'est de sortir de la bulle. La première chose à faire, c'est aller lire les gens qui vous énervent le plus. Moi, je vais lire Alain Badiou, je vais lire des gens comme ça qui m'énervent énormément parce que c'est des penseurs marxistes et athées, mais je vais lire ces gens-là parce que justement, il faut lire les gens qui ne pensent pas comme vous. Donc ensuite, remettez en cause vos certitudes et surtout aussi, croyez à l'incroyable. Vous êtes aujourd'hui en Vendée en train d'être un petit exploitant agricole. Et bien peut-être que demain, vous prendrez votre retraite sur la planète Mars. Les hommes qui prendront leur retraite sur Mars sont déjà nés. Si je vous avais dit en 1869 que les gens qui allaient voir l'homme se poser sur la Lune étaient déjà nés, vous m'auriez mis dehors à coups de pied au cul. Eh bien, je veux dire, c'est beaucoup plus probable de dire que les gens qui prendront leur retraite sur Mars sont déjà nés aujourd'hui en 2021 que de dire en 1869 que les gens sont déjà nés qui verront l'homme débarquer sur la Lune, ce qui était vrai, puisque 100 ans après, on a débarqué sur la Lune et qu'il y avait donc bien au moins un centenaire qui était né en 1869 et qui a assisté au débarquement de l'homme sur la Lune. Donc voilà l'aventure humaine. L'aventure humaine, elle est évidemment à la fois extraordinaire, mais elle est fragile. Elle est fragile. C'est à nous de donner un sens à cela. C'est à nous de donner un sens. C'est à nous de ne pas périr dans un monde complètement robotisé, déshumanisé, entouré de robots. Il y a plein de risques dans cela. J'en ai pas beaucoup parlé. On va en parler maintenant dans le débat, certainement avec vos questions. Mais il y a plein de risques, mais il y a plein d'opportunités. Et donc, c'est à nous, et ça c'est fondamental à mon avis, de donner raison à ce que disait ce grand homme, Pierre Teilhard de Chardin, quand il disait « Le monde n'est pas malade, il enfante ». C'est à nous de faire enfanter de quelque chose qui a un sens plutôt que de sombrer dans une maladie mondiale. Merci.